Alors, le format de la soirée sera relativement classique. C'est le même type de format que j'applique quand j'anime des débats à la Ligue avec les Verts, parce que je sais que certains viennent de temps en temps à la Ligue avec les Verts, qui est un espace, quoi qu'on puisse en penser, qui permet tout de même d'accueillir des gens comme Bruno Camus, Laurent Berthold, Alain Benoît. Donc on aura environ un échange avec Jean-Yves Le Gallou sur son livre de 3/4 d'heure, 1 heure, et puis des questions dans la salle, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un avis de gens extérieurs. J'ai une question toute simple et très basique. Qui êtes-vous, Jean-Yves Le Gallou? Parce que je pense qu'il y a des gens dans cette salle qui vous connaissent peut-être de réputation, ou qui ne lisent peut-être pas forcément tous vos écrits, qui ne connaissent pas votre livre, qui ne connaissent pas votre parcours. Est-ce que une courte synthèse sur... Écoutez, il y a sans doute beaucoup de définitions. Ça marche, ça? Voilà. Il y a sans doute beaucoup de définitions possibles. Un certain nombre de journalistes de gauche ou d'extrême gauche me qualifient d'intellectuel organique de l'identité. Ça me convient assez bien. Alors, on prendra cette définition. Voilà. Pour le reste, effectivement, ça fait 40 ans que je suis dans le combat des idées. J'ai publié une dizaine de livres. Et dans le combat politique, puisque j'ai passé une vingtaine d'années au Front National, et que j'ai passé quelques années à Strasbourg quand j'étais parlementaire européen de ce mouvement. Enfin, la définition qui me paraît la meilleure, en dehors d'autres choses, c'est au fond, ouais, intellectuel organique de l'identité, pourquoi pas. Vous avez fondé quelque chose, un outil qui est extrêmement important pour beaucoup de gens, que votre ami Pierre Bérard promeut aussi très souvent, c'est le site Polémia. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement dire, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît Polémia, justement. Bon, alors, Polémia, je vais utiliser du jargon anglo-saxon. Polémia est un think tank, un cercle de réflexion, un cercle de pensée sur Internet, qui a mis en ligne, parce que ça existe depuis plus de 10 ans, et je crois que dans toutes les actions qu'on mène, la continuité c'est quelque chose, la durée c'est quelque chose de très important. Nous avons mis en ligne plusieurs milliers de textes, de fonds, de réflexions, soit que nous avons produits nous-mêmes, soit que nous avons sélectionné ailleurs et mis en ligne pour en permettre l'accès au public qui nous suit. Nous sommes sur le créneau de la réflexion, donc nous publions des textes assez longs, en tout cas longs par rapport au format Internet. C'est pas 400 mots comme sur Boulevard Voltaire, c'est 1000, 2000 mots, voire davantage, ce sont des textes de fond qu'il faut parfois imprimer parce que c'est peut-être un peu long sur l'écran. Par ailleurs, nous avons 3 activités. Au départ, nous n'étions que sur Internet et nous avons développé des activités que nous appelons mammifères, c'est-à-dire où on se rencontre. J'allais dire entre grands singes, mais ça pourrait être mal interprété, donc je retire le propos. Donc des activités mammifères avec une journée de la réinformation que nous organisons tous les ans. Nous avons contribué à développer ce concept de réinformation, c'est-à-dire d'information alternative par rapport à celle des médias dominants. Nous avons consacré la dernière journée au mois d'octobre à la désinformation publicitaire. Nous avions consacré il y a 2 ans une journée au blog comme outil de réinformation. Nous avions à l'époque invité Robert Ménard, qui était encore dans les médias officiels, qui en a été chassé depuis, et qui a lui-même créé depuis un blog assez visité. Nous organisons aussi la cérémonie des Bobards d'or, qui vise à récompenser les meilleurs des journalistes, c'est-à-dire ceux qui mentent le mieux au service du système. Et alors là, la concurrence est extrêmement redoutable. C'est une cérémonie qui a lieu à Paris, un peu comme les
barre d'or, comme les Césars ou comme les Oscars, hein, c'est le même principe, et qui est visible en direct, puisque nous la rediffusions sur Internet. Voilà, et nous avons créé plus récemment les forums Polenia, où on abordera des sujets un peu délicats. Et là, nous avons posé la question de la situation des jeunes Européens en ambiance multiculturelle pour ouvrir ce débat. Voilà. En fait, si je devais résumer d'un mot Polenia, je serais tenté de dire que tout ce qui est politiquement incorrect est nôtre, et c'est vraiment un des critères de sélection de ce que nous faisons, c'est de chercher à déplacer les frontières du politiquement correct, à bousculer un petit peu les tabous. Et voilà, c'est ça notre vocation, sur les sujets d'ailleurs assez divers. On fait de la géopolitique, on fait de l'économie, on fait de la société, on traite un peu tous les sujets, mais généralement sous un angle qui n'est pas conforme, pour une raison très simple. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que toutes les idées conformes soient fausses. Mais pour défendre des idées conformes, il n'y a vraiment pas besoin de nous, donc nous nous attachons au reste. Oui, votre intervenant il y a quelques jours à propos de cette question de la jeunesse des Européens, enfin des jeunes Européens dans le milieu multiculturel, c'était Laurent Onzo. Oui, absolument. Et vous pouvez voir la vidéo d'ailleurs sur le net. La vidéo est sur le net, absolument. Oui. Alors on va rentrer dans... J'ai eu une vidéo aussi qui a été publiée récemment sur égalité et réconciliation, qui correspondait à un des déplacements que j'avais fait en Italie à propos de Dominique Veller. Voilà. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Si je vous dis le quatrième pouvoir est devenu le premier pouvoir qui modèle l'opinion, c'est une phrase que j'ai trouvée sur le site à la fois de Polenia mais aussi de l'OGIM, l'Observatoire des journalistes et de l'information médiatique. Oui. On en est arrivé là, effectivement, les journalistes ont un tel pouvoir? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que ce pouvoir, c'est un pouvoir sur les esprits. C'est un pouvoir sur les esprits, donc c'est un pouvoir sur tous nos esprits, y compris quand on ne regarde pas la télévision, y compris quand on n'écoute pas la radio, y compris quand on n'achète pas les journaux et qu'on ne lit pas les gratuits. On est quand même influencé par ce pouvoir, parce que tout simplement les gens autour de nous sont influencés par ce pouvoir, et donc on en tient compte implicitement. Et puis ce pouvoir, il s'impose aux décideurs, parce qu'un homme politique, avant de prendre une décision, il va se demander comment elle va être perçue. Et d'ailleurs, c'est très simple. Quand un homme politique prend une décision courageuse et politiquement incorrecte, en général, on dit qu'il a dérapé, que le dérapage était nauséabond, et on dit qu'il a fait une erreur de communication. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur de communication? C'est de faire une déclaration qui est politiquement incorrecte ou jugée telle. Mais c'est valable aussi pour les juges. On est, paraît-il, dans un état de droit. Dans un état de droit, en ce sens, alors il y a différentes définitions de l'état de droit, mais une des définitions de l'état de droit, c'est que les juges interprètent des principes généraux. Alors, on a toute une pyramide de juges qui interprètent les principes généraux. On a le Conseil d'État, la Cour de cassation, au-dessus le Conseil constitutionnel, et au-dessus du Conseil constitutionnel, quelque chose qu'on connaît bien à Strasbourg, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Et tous ces juges, ils interprètent des textes généraux. Quand on vous dit on protège la liberté d'expression, où est-ce qu'on met la limite? Quand on vous dit on protège la vie de famille, où est-ce qu'on met la limite? Et en règle générale, pour la liberté d'expression, on considère que toute opinion politiquement incorrecte n'est pas protégée par la liberté d'expression. Et à contrario,
on considère que tout clandestin est protégé par la protection de la vie familiale. Ce sont des interprétations. Et les juges constitutionnels, enfin Conseil d'État, Cour de cassation, Conseil constitutionnel ou Cour européenne des droits de l'homme, ils ont besoin d'affirmer leur pouvoir face au Parlement, voire face au peuple dans les pays où il y a des référendums. Et pour affirmer ce pouvoir, pour construire ce pouvoir, ils ont besoin d'appui, et ces appuis, ils le trouvent du côté des médias, du côté du politiquement correct, et un juge va avoir tendance à rendre des grandes décisions en fonction du politiquement correct, mais c'est vrai aussi pour des affaires individuelles, où on va maintenir en prison préventive telle ou telle personne selon l'état médiatique de l'opinion. Voilà. Alors j'ai cité quoi là? J'ai cité... On va revenir sur le journalisme en fait. Voilà, je voulais je pourrais citer d'autres catégories, les hommes d'église, les intellectuels, les experts, les chefs d'entreprise, tout ce petit monde dépend aussi du pouvoir médiatique. Alors, pour revenir au journalisme, de quand datez-vous le recul de la liberté d'opinion, on va dire de quand dater? Est-ce qu'on peut le dater, en fait, ce conformisme qui tout d'un coup s'est installé? C'est difficile parce que c'est un mouvement progressif, je serais tenté de dire depuis 40 ans. Il y a une date, à mon avis, charnière, et qui là n'est pas liée uniquement au pouvoir journalistique, mais qui est liée à l'état de l'opinion. C'est l'année 72 où on a remis en place des lois liberticides, en l'occurrence la loi Pleven, qui remet des interdits, mais ces interdits judiciaires seront amplifiés par l'application qui en est faite par les médias. En ce qui concerne le pouvoir médiatique lui-même, je crois que c'est une construction croissante, en tout cas au cours des 40 dernières années. Je n'ai pas de date phare à vous indiquer là-dessus. Alors, vous parlez, vous avez un chapitre sur le suivisme et la bonne conscience des journalistes, et vous citez Robert Ménard qui dit « Un jeune journaliste qui défendrait le pluralisme ruinerait sa carrière. Recoupé avec celui de plusieurs professionnels des médias, il en ressort que les journalistes ont une très haute estime d'eux-mêmes et de leur travail. Ils considèrent qu'ils ont une responsabilité, qu'ils sont garants des valeurs d'un système juste et bon. Ils font partie de l'empire du bien, en fait, les journalistes. » Les journalistes font partie de l'empire du bien, effectivement. Le critère, ce n'est pas le vrai ou l'exact, c'est le bien. C'est le bien, ils sont porteurs du bien. Et donc, ils apprennent en école de journalisme. Je cite le témoignage d'une jeune femme qui était en école de journalisme. Hein. Et donc, ils apprennent, il y a des sujets dont on parle, il y a des sujets dont on ne parle pas, parce que c'est pas bien d'en parler. Et il y a des sujets qu'on met en avant, il y a des sujets qu'on met sous le boisseau, parce qu'on est juge du bien et du mal. Alors, est-ce que vous dites que ce sont les écoles qui formatent, mais j'ai l'impression que les candidats des écoles de journalisme n'ont pas besoin d'école pour être formatés. C'est d'ailleurs un des grands problèmes de notre camp, de la droite nationale ou de la droite tout court, c'est que, heureusement, il y a peu de gens qui s'investissent dans cette branche du journalisme. Oui, alors, je vais déjà peut-être vous répondre. D'abord, le premier problème, le premier conformisme, il est enseigné à l'école, puisqu'il y a une perversion totale de l'esprit critique, en ce sens que l'esprit critique tel qu'il est enseigné à l'éducation nationale consiste à critiquer les idées dominantes d'hier au nom des idées dominantes d'aujourd'hui.
Ce qui est évidemment un enseignement du conformisme qui est préalable à l'accès aux écoles de journalisme. Bon. Mais les écoles de journalisme amplifient du sujet. J'ai eu récemment là, au téléphone une fille d'une école de journalisme ils avaient un sujet à traiter. C'était vraiment très très original. Le racisme. Alors j'ai essayé de lui dire, j'ai essayé quand même de lui dire, vous ne pensez pas que c'est peut-être, c'est quand même curieux que vous traitiez ce sujet au moment où le gouvernement en fait une campagne parce que bon, il préfère parler de ça que de fiscalité ou de. Et donc, mais non, il fallait parler du racisme, c'était le sujet du jour. Et alors le racisme, un petit peu, vous savez, avec les journalismes, c'est comme quand vous interrogez quelqu'un qui sort de la messe, on lui dit « Qu'est-ce que le curé a dit ?» Le curé a parlé du péché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était contre. Et le journaliste, c'est un peu pareil. Alors c'est un racisme d'ailleurs fantasmatique. Dont Jospin avait dit d'ailleurs dans un moment d'honnêteté, je crois que c'est trop tard peut-être, oui, en 2002, 2001 ou 2002, il avait dit mais tout ça, on a monté tout ça. Il faut savoir que Hollande a quand même de la suite dans les idées. Vous voyez, je défends le président Hollande. Hollande a de la suite dans les idées parce que quand il était au cabinet de François Mitterrand il y a 30 ans, donc il avait 30 ans, il a travaillé avec Jean-Louis Bianco, qui était secrétaire général de l'Élysée, à la construction de SOS Racisme. C'est une officine qui a été construite dans le palais de l'Élysée, et donc 30 ans plus tard, ils n'ont pas une imagination formidable quand même. 30 ans plus tard, il ressort le même machin. Ça a l'air de nettement moins bien marcher quand même. Parce qu'ils ont tout de même réussi une chose extraordinaire, avec 3 ministres qu'on voit à la télévision tous les jours. Le chef du parti au pouvoir, le parti au pouvoir, il faut une réunion à la mutualité. Alors la mutualité, c'est pas un machin très dur à remplir, il y a 1500 places. Bon, ou 1450, je crois. Bon. La moitié, tout le haut était vide. Là, ceux qui ont... Ça s'est vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a pris une photo, on voit que tout le haut est vide, quoi. Donc il faut une manifestation absolument extraordinaire sur un sujet central, face à un péril absolument majeur, avec des moyens considérables, ils font une salle à moitié vide, quoi. Franchement, à leur place, moi je commencerai à m'inquiéter. Avec le soutien des médias, tous les médias annoncent le truc. Vous avez France Info, c'est tous les quarts d'heure, voilà. Tous les quarts d'heure, on vous explique qu'il faut aller à la réunion, etc. C'est quand même hallucinant, quoi. Voilà. Alors pour introduire la question suivante, on va parler d'argent et de journalisme. Il y a quelques jours de cela, Alain Soral et Éric Nolot ont sorti un livre, un échange de mails. Je ne me souviens plus du titre. Combat de blanc dans un tunnel. Dialogue désaccordé. Livre qui est disponible dans toutes les librairies, et évidemment, il y a de nombreuses attaques contre Éric Nolot pour dire c'est scandaleux que vous puissiez dialoguer avec Alain Soral, on ne dialogue pas avec la bête immonde, etc. Et Nolot a été interviewé l'autre jour à la télévision, il répondait, il parlait d'un journaliste des Inrecuptibles, et il disait ce Christophe Comte ne critiquerait pas la main qui le nourrit, c'est-à-dire le banquier Pigasse. Et effectivement, c'est un laquais, et ça nous ramène à la question suivante, puisque vous en parlez, c'est l'alliance du journalisme et du capital, parce que quand on prend les grands journaux, les Inrecuptibles, c'est la banque Pigasse et Lazare, Pierre Berger, assez vite dans Le Monde, TF1, évidemment, on connaît l'entreprise BDP. Comment se fait-il que petit à petit, tous ces journaux-là et les grands médias aient été phagocytés? Ce qui est d'autant plus curieux venant des Inrecuptibles ou de Libération, qui sont des journaux privés de gauche, qui devraient être indépendants du capital. Oui, mais ce qui explique la force du système, c'est l'alliance du capitalisme financier et du trotskisme de salle de rédaction, qu'on a vu de manière admirable à Libération, quand Libération a été rachetée par Rothschild. Les types de Libé auraient dû quand même se poser des questions. Mais pas du tout, ils ont trouvé ça finalement très bien.
Maintenant, c'est Rothschild qui trouve ça un peu moins bien parce qu'il continue de perdre de l'argent. Bon, 1 million en 2012. Pardon. Il devait s'en douter. Oui, bien sûr qu'il devait s'en douter, mais il en perd plus que prévu. Ils sont quand même tombés en dessous de 100 000 ventes, et il faut savoir quand même que Libération, c'est un journal gratuit. Seulement, contrairement à 20 minutes ou à Métro, c'est pas pour le métro, ou c'est pas pour le tram, parce que c'est quand même pas assez chic, c'est un gratuit pour passagers de compagnie aérienne. Parce que le tiers des ventes de Libération, c'est Air France qui le fait. Et alors Air France, moi j'ai des idées d'économie à leur suggérer. Bon, j'en reviens à l'idée, c'est l'alliance du capitalisme financier et du trotskisme de sa rédaction, parce que finalement, ils ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire une société sans racines, avec des individus sans racines, disponibles pour l'idéologie unique, l'idéologie indifférenciée, et disponible aussi pour le marché mondial. Et donc il y a une alliance vraiment dans tous les médias, entre c'est pareil au monde, il y a une alliance dans tous les médias entre le capital, qui sont quand même beaucoup les banques, parce que dans la presse régionale, la moitié de la presse régionale est contrôlée par des banques. C'est quand même extraordinaire. C'est le cas des dernières nouvelles d'Alsace. C'est tout l'Est, il y a tout l'Est, enfin en gros, en gros, à l'Est d'une ligne Amiens-Marseille, c'est contrôlé par les banques. Voilà. Et donc c'est le cas effectivement chez nous. Ce qui est quand même... alors que ce n'est pas des activités très rentables. Donc, c'est des activités très rentables en termes d'influence sur la société. Vous comprenez? Le père Hollande, il s'est fait élire en disant « J'aime pas les riches, et mon ennemi, c'est ce qu'il a dit, c'est la finance. Mon ennemi, c'est la finance. » Mais s'il traduit son truc dans des textes qui n'arrangent pas les banques, il a du souci à se faire. Et alors, c'est assez amusant d'ailleurs de voir Le Monde. Le Monde, alors je me suis fait un petit plaisir un jour. Abel Mess du Monde voulait me voir, alors j'ai quand même fait la coquette, j'ai refusé de déjeuner. Alors, il faut juste rappeler, Abel Mestre est un journaliste du Monde et qui a un blog que certains connaissent peut-être, droite extrême, qui est une très bonne mine d'information pour nous aussi. Enfin, oui, enfin, qui n'est pas très amical toujours. Hein. Bon. Et donc, je vais prendre un verre avec lui, et j'arrive et je lui dis, je suis ravi de prendre un verre avec un salarié de la banque Lazare. Alors ça l'a quand même un petit peu surpris, et alors il m'a dit, il a été assez élégant, il m'a dit Pigasse est là à titre personnel. Enfin, bon. Mais quand vous regardez Le Monde, c'est extraordinaire, parce que il y avait notamment les unes, qui sont les plus révélatrices, et les éditos. Un jour, c'était tendance Berger, en avant pour la loi Taubira, en avant pour le mariage entre personnes de même sexe. Un jour, c'était sur les banques. Attention, la réglementation, faut être prudent, faut pas casser, pénaliser la place de Paris par rapport aux autres, etc. Donc vraiment, un coup, le sociétal, un coup, le financier. Et donc, c'est quand même très intéressant. Un monde d'ailleurs qui attache beaucoup plus d'importance qu'avant à l'aspect économique et à l'aspect entreprise. Je le raconte dans le livre, il y a quelques années, j'achète Le Monde, parce que moi je continue de le lire depuis 40 ans, je ne vous ai pas dit ça dans ma biographie. Ça ne m'a pas trop atteint, hein, mais enfin, évidemment, c'est comme le tabac, c'est cumulatif quand même. Hein, bon. Et donc je sors de la gare du Nord, j'achète Le Monde, et il y a un grand noir qui m'interpelle et qui me dit est-ce que vous voudriez participer à un sondage? Alors j'accepte, et donc il me sonde sur Le Monde, et à la fin il me dit est-ce que vous seriez prêt à participer à un sondage qualitatif? Alors ça c'est très important, les sondages qualitatifs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Au lieu d'interroger 1000 personnes, on en réunit une quinzaine avec un animateur et on les fait parler. Et vous parlez derrière il y a une glace sans teint,
où il y a les gens qui analysent vos déclarations et souvent le commanditaire. Et notamment l'élection de 2007, je fais un petit coquin, mais c'est intéressant, l'élection de 2007, Royal et Sarkozy ont fait la campagne à partir des cabinets. Et donc, ils disaient ce que les gens avaient envie d'entendre, parce qu'eux-mêmes l'avaient entendu. Et donc ça donnait, t'as vu Germaine, Nicolas, il pense comme nous. Ou t'as vu Jérémy, Ségolène, il pense comme nous. Parce qu'ils ressortaient les phrases qu'ils avaient entendues dans les cabinets. Et donc moi j'ai participé à cette Cali du Monde, alors c'était assez drôle. Alors d'abord on commence par vous faire signer pour vous dédommager. On vous donne à manger, on vous donne à boire, on vous fait signer pour vous dédommager. Une fois que vous êtes conditionné, vous rentrez dans la salle. Alors c'était très chic, que du CSP+. Et alors le message, c'était extraordinaire, le message était « Nous, on voudrait que ce soit comme le Financial Times, ou à défaut comme les Échos ». Et depuis, le monde a évolué dans cette direction. Vous avez d'ailleurs, parmi les éditorialistes économiques, un type du Financial Times qui dit toujours les trucs les plus conformistes possibles, mais qui correspondent à l'intérêt du moment des banquiers. Voilà. J'ai peut-être digressé, mais quand on parle un peu... On continue sur l'argent parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est le principe des subventions à la presse. Vous pouvez trouver ça sur le net. Tous les ans, l'État verse de l'argent aux journaux, et notamment à l'Humanité. Et c'est pas simplement 1 000 €, c'est des très grosses sommes. Est-ce que ça ne choque personne ou est-ce que c'est une chose normale pour... Non, apparemment ça ne choque personne. Alors il y a un livre qui est plus complet que le mien, ouais, moi je fais de la pub pour les concurrents, qui est un livre de Dorman, qui s'appelle « Ils ont acheté la presse » et qui est plus complet en termes de subventions et qui estime que l'ensemble des subventions à la presse écrite, qui n'est lu par personne, par de moins en moins de monde, c'est 2 milliards d'euros. Puisque si vous voulez, là, ils vont très loin. Il y a l'aide au papier, il y a la TVA à taux hyper bas, 2,5%. Les gens qui font du cheval, ils vont avoir la TVA qui va passer de 7 à 20, ce qui risque de bouleverser la filière et envoyer 100 000 chevaux à l'abattoir. Hein. Bon. Mais la presse, 2,5% de TVA. Mais indépendamment de ça, il y a eu notamment sous Sarkozy toute une série d'aides, notamment pour vous porter le journal chez vous. Hein, ou le vendre à la criée dans les gares, etc. Tout ça c'est subventionné, à hauteur de 2 milliards d'euros. Alors pourquoi? Si vous voulez, on voit très bien, ça conforte le système politique dominant, puisque tous ces journaux, ils sont quand même sur la sphère politiquement correcte. UNPS, avec quand même une forte domination de gauche, mais la droite, aujourd'hui, c'est la gauche moins 10%, hein, en termes d'orientation idéologique, c'est pas très différent. Et donc, en subventionnant les journaux, on subventionne le contrôle de l'opinion. Il faut d'ailleurs savoir que des journaux comme Libération, comme Le Monde, qui sont quand même tirés à très peu d'exemplaires, notamment par rapport à la presse américaine ou par rapport à la presse surtout anglaise. L'influence du Monde et de Libération, c'est pas tellement les gens que ça touche. Libération, c'est moins de 100 000 acheteurs. Enfin, et je compte Air France dans les acheteurs. Hein. Mais c'est que le type qui fait la télé le soir, la base pour faire ce qu'il va lire, c'est ce qu'il lit dans Le Monde, c'est ce qu'il lit dans Libération. Donc il y a un effet de démultiplication. Parce que Libération, c'est moins de 100 000 exemplaires, mais une fois que ça a été ingéré par le journaliste de télévision qui va recracher ça à 8 millions de personnes sur TF1, évidemment, ça a un effet multiplicateur considérable. Mais ça n'est pas acheté parce que les gens n'y trouvent pas les informations qu'ils souhaitent. Et vous avez remarqué, d'ailleurs, on dénonce Valeurs Actuelles, parce que c'est quand même scandaleux, ils gagnent des lecteurs. Et ils gagnent des lecteurs, pourquoi? Parce qu'ils traitent des sujets politiquement incorrects. Voilà. Alors les plus faux culs, je peux me lever, ça ne vous aurait pas? Les plus faux culs, c'est le Point.
ou l'Express. Régulièrement, ils font des grosses unes sur l'immigration pour attraper le chaland, et à l'intérieur, ils disent le contraire pour envoyer le chaland qui leur a donné ses sous dans la direction idéologiquement correcte. Voilà. Mais à l'heure actuelle, eux, ils sont dénoncés parce qu'ils gagnent des lecteurs. Alors, s'ils se mettent à gagner des lecteurs, on va donc. On va parler d'idéologie. Alors 2 milliards, moi j'ai 2 milliards d'économies à proposer à M. Hollande. J'en ai d'autres. On va parler d'idéologie parce que oui, toutes ces belles machines bien huilées et bien financées sont au service d'une idéologie. Et vous listez un certain nombre de points cardinaux sur l'idéologie médiatique, sur le mondialisme, l'antiracisme, la repentance, la rupture des traditions notamment. Oui. Je crois qu'il ne se passe pas un jour sans que, quand j'ouvre ces médias-là, il y ait quasiment ce cocktail est toujours le même en fait. C'est toujours le même cocktail, qui est en fait d'ailleurs un cocktail qu'on pourrait qualifier de cosmopolitisme, parce qu'on trouve tout ça dans l'idéologie cosmopolite telle qu'elle a été définie non pas seulement au XVIIIe siècle, mais même par les cyniques grecs. Donc ça nous remet quand même un peu plus dans un monde un peu plus lointain, et on a effectivement la rupture des traditions, l'autodénigrement et la repentance, et la mondialisation, la suppression des frontières, de façon à ce qu'il y ait la libre circulation la plus complète des hommes, des marchandises, du capital. Voilà. Et on trouve ça de manière vraiment constante, effectivement. À quoi sert finalement ce martèlement constant, justement? Est-ce que vous pensez que les gens n'ont pas compris maintenant que justement il ne faut pas être raciste, il faut refuser le protectionnisme, il faut être mondialiste? Ça n'a pas l'air de rentrer finalement. Si ça rentre, c'est ce qui tient le système. Parce que c'est une formule d'Ozo que je trouve assez bonne, c'est les troupes d'occupation mentale. Et vous le voyez d'ailleurs très bien, si dans un cercle extérieur, vous essayez de développer des idées politiquement incorrectes, vous avez une réserve, parce que vous savez que vous allez contre le flux d'information, ou plutôt de désinformation continue. Donc ça limite l'expression et ça conditionne les gens. En fait, c'est une sorte de goulag mental. Aujourd'hui, jamais aucune société n'a eu autant de moyens d'influence et de contrôle des esprits. Puisque si vous cumulez les dépenses médiatiques, les dépenses de publicité, les dépenses de communication, vous arrivez à 3% du produit intérieur brut. Donc 3% de la richesse est consacrée à contrôler les esprits. Et c'est quand même assez efficace, puisqu'on a quand même réussi à expliquer aux gens qui perdaient leur emploi, qui voyaient leur salaire baisser, que la mondialisation était heureuse. Selon l'expression du regretté Dominique Strauss-Kahn, Alors le livre de Jean-Yves Le Gallou, La tyrannie médiatique, une sorte de concentré en fait de toutes ces questions, et vous abordez des chapitres comme par exemple la désinformation, avec l'écrivain Vladimir Volkov, qui définissait lui-même la désinformation comme une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés. Et en fait, vous abordez plusieurs de ces désinformations, notamment la désinformation concernant les catholiques, qui est souvent une chose très courante d'ailleurs de nos jours, moins depuis qu'il y a le pape François, cela dit. Oui, alors ça c'est un sujet que je traite, mais là j'hésite parce que je suis placé sous une haute autorité. J'ai un chapitre sur le sujet, l'Église entre immédiateté et éternité. Et l'Église elle-même, c'est ce que tout à l'heure je parlais de l'influence des médias sur les hommes politiques, sur les intellectuels, les experts, etc. Elle existe aussi sur l'Église. Et sur l'Église, vous avez eu quand même quelque chose d'extrêmement fort au moment de l'élection de Benoît XVI, c'est-à-dire que les médias ont développé une campagne mondiale
contre le cardinal Ratzinger, avant même le conclave. Et personnellement, je pense, alors ça c'est une interprétation agnostique, on prend en compte le rôle du Saint-Esprit. Je pense que Benoît XVI a gagné son élection en fermant les assemblées conciliaires antérieures au conclave aux médias, de façon à limiter le rôle des médias sur la décision des pères électeurs, des cardinaux. Et que Benoît XVI a été régulièrement détruit par les médias à la suite de son discours de Ratisbonne, qui est un grand discours philosophique, à la suite de ses déclarations en Afrique sur le sida qui ont été complètement déformées, et à la suite de sa volonté de réintégrer la fraternité sympiciste dans l'Église. Il a subi une destruction médiatique organisée, consciente, répétée, qui est peut-être l'une des causes de sa démission. Et le pape François a au contraire tout de suite été interprété comme étant beaucoup plus politiquement correct, et il est évident que bon, quand il va à Lampedusa, il fait de l'image, voilà. Et il y a un traitement médiatique totalement différent. Totalement différent. Et donc l'Église aussi est soumise à la tyrannie médiatique. Parce que les médias sont un élément de pouvoir important dans le monde actuel. Comment vous expliquez ces campagnes de dénigrement qui touchent toute figure qui sort du lot? Je pense notamment à des questions à des gens comme Renaud Camus ou à Richard Millet, qui ont eu à subir ce type de foudre. Dès qu'on sort un peu, qu'on essaie de critiquer justement cette idéologie dominante, notamment le point de l'immigration, c'est terminé. Vous êtes condamné au pilori. Si vous voulez, c'est des gens, si vous leur demandez est-ce qu'ils sont pour la peine de mort, ils vous répondent non. En revanche, ils sont pour la peine de mort morale ou politique de leurs adversaires. Et ils ont d'ailleurs raison. Et économique d'ailleurs aussi. Et ils ont d'ailleurs raison, parce que la peine de mort, c'est très dissuasif. Hein. Je vais vous dire, quand vous regardez les hommes politiques, je pense aux gens de l'UMP, par rapport à la question du Front National, ils pensent tous à Charles Millon. Charles Millon, en 1998, est celui qui a passé un accord, un minimaliste. Hein. Il a été tué. Il a été ruiné. Et donc, par une campagne médiatique, et ce qui s'en est ensuivi, au niveau judiciaire, etc., il a été tué. Et donc, ça dissuade, hein. Ça dissuade. Et des hommes, alors, des intellectuels, comme Renaud Camus ou Richard Millet, qui sont de grands écrivains, de grands intellectuels, ils ont constaté une réalité. Ils l'ont traduite dans leur langage, avec leur talent, avec leur langue. Ils ont fait, au fond, leur métier d'écrivain. Et ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça parce qu'ils avaient de grands éditeurs, ils se savaient à juste titre reconnus, et ils ont vu le monde s'effondrer. Le téléphone qui cesse de sonner, l'éditeur qui refuse le manuscrit, tout ça, ils ont vu ça. Et je dois dire qu'ils font face avec un certain courage, mais si on leur fait subir ça, c'est pour dissuader d'autres de les suivre. Ceci étant, moi je suis extrêmement frappé, c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises sur Paul Egnard, je suis extrêmement frappé par le nombre d'intellectuels qui aujourd'hui développent des idées dissidentes. Je parle de vrais intellectuels qui publient des livres de boutons, qui viennent alors de milieux politiques ou intellectuels très différents et qui publient des choses qui ne vont pas dans le sens commun. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui éprouvent le besoin
de dire ce qui leur paraît être la vérité ou la réalité des choses au-delà du politiquement correct. Évidemment, s'il n'y en a pas l'avantage, et c'est parce que y a la peine de mort, encore une fois, la peine de mort civile, voilà. C'est la peine de mort civile. Si vous écrivez cela, alors tout se fermera devant vous. C'est valable pour les hommes politiques, c'est valable pour les intellectuels, c'est valable pour les experts. Quand vous voyez un expert à la télévision, ça, l'expert, c'est pire que tout. L'expert, il est payé pour aligner de manière scientifique le discours politiquement correct. C'est très simple. S'il ne tient pas le discours politiquement correct, il n'est pas réinvité. S'il n'est pas réinvité, il n'est pas connu. S'il n'est pas connu, il n'a pas d'éditeur. Et s'il a un éditeur, il n'est pas connu, donc il a moins de lecteurs. Donc l'expert, il va apporter des arguments dans le sens dominant, avec un certain habillage scientifique, mais qui n'est qu'un habillage scientifique. Alors il y a des fois des experts dissidents. Dans le domaine démographique notamment, vous avez quelqu'un comme Mme Tribala, à qui on avait fait appel pour défendre le politiquement correct il y a 15 ans, et puis en étudiant la question, elle est arrivée à la conclusion contraire. Et elle est passée, moi j'appelle ça passer du côté obscur de la force. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à passer du côté obscur de la force, malgré le risque qu'ils encourent. Et je crois aussi que c'est pour ça que le système est fragilisé, parce que la dissidence s'exprime de plus en plus, la dissidence intellectuelle, la dissidence numérique, la dissidence sociétale. Le système est en train quand même d'exploser. Alors, s'il n'injectait pas massivement la propagande qu'il injecte, il aurait déjà sauté. Par le poids des faits. Car vous pouvez continuer à dire que la mondialisation c'est formidable, qu'il faut continuer à ouvrir les frontières, etc. Il faut quand même un certain aplomb, quoi. Hein? Et d'ailleurs, on voit très bien le discrédit des syndicats officiels. C'est que les syndicats officiels, ils prétendent défendre les travailleurs, mais ils ne posent pas les conditions qui permettraient de défendre les travailleurs, puisqu'ils sont totalement dans le politiquement correct. D'ailleurs, pour la même raison que les médias, puisque eux aussi vivent sous les subventions massives. Tiens, 1 milliard d'économies supplémentaires. Vous verrez, à la fin de la soirée, on aura mis le budget en équilibre. Il y a un carburant à tout ça, ce sont les mots. Et oui, il y a une expression qui est fort célèbre, c'est la novlangue, oui, qui vient du livre de George Orwell. Et oui, vous avez édité un dictionnaire de la novlangue. Alors, ce qui est surprenant, c'est cette transformation des mots. Par exemple, l'expression, le terme quartier populaire ne veut plus dire ce qu'il voulait dire il y a 30 ans. Non. Et comment vous expliquez que les gens avalent en fait ce genre de choses, ce type de choses? Alors, écoutez, la novlangue, je vais faire une page de publicité. Nous avons fait un dictionnaire de novlangue, et il y avait 300 mots à peu près, et on vient de le rééditer dans une version enrichie avec 500 mots. Le nouveau dictionnaire de novlangue. On en découvre tous les jours. J'en ai découvert un, tiens, pas plus tard qu'hier. Il y avait un article de M. Soros, George Soros, publié, je crois, dans un journal anglais, je crois que c'est le Guardian ou un autre, et repris dans la Tribune. Et alors, Soros, il y a des moments où il faut quand même un peu se pincer, il expliquait qu'il fallait créer en Europe une classe ouvrière Rome. Mais il est très intéressant. Alors on vous explique le philanthrope George Soros. Et aujourd'hui, dans les médias officiels, on ne vous parlera jamais d'un milliardaire. Donc, par exemple, Soros, c'est un philanthrope. Pinault, c'est un mécène. Leclerc aussi, c'est un mécène. C'est-à-dire que, vous voyez le sens des mots? Voilà des gens. Soros, c'est un spéculateur financier qui s'achète de la notoriété avec des ONG prétendument humanitaires qui sont en fait des instruments d'influence
au service de l'Empire et du Nouvel Ordre mondial, et qu'on présente le philanthrope. Le philanthrope, ça c'est de la novlangue. Alors, la novlangue, il y en a, bon, par exemple, vous dites quelque chose, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais vous dites quelque chose qui n'est pas politiquement correct, c'est un dérapage. Nauséabond. Tchac, tchac. Donc, évidemment, les gens autour de vous disent « Ah oui, mais quand même, vous auriez pu éviter, etc. » Donc, on interdit, on tue le débat. On tue le débat avec la novlangue. Alors, je dois dire, vous l'avez vu aussi, il n'y a plus de guerre. Il y a des opérations humanitaires. Le type qui reçoit la bombe, ça lui change vraiment le... C'est pas pareil, quoi, ça. D'accord, c'est la bombe, mais c'est humanitaire. Et alors ça, c'est Orwell. Dans 1984, la paix, c'est la guerre. Voilà. Alors, relisez 1984, c'est vraiment extraordinaire, parce que c'est une description de la situation actuelle. Dans 1984, il y a des caméras partout. Il y a la télévision qui doit être allumée en permanence. Mais regardez la société actuelle. La télévision, vous n'êtes pas obligé de la regarder chez vous, encore qu'il y a eu une enquête qui vient de montrer que 30% des enfants de moins de 3 ans mangeaient avec la télévision. Et le problème, ce n'est pas le contenu, c'est l'ahurissement que produit l'image qui bouge en permanence. Donc, vous avez la télévision chez vous, vous pouvez l'éteindre quand même. Mais vous allez au bistrot, vous allez au restaurant, vous allez dans le métro, vous allez avoir l'écran. Et alors, vous pouvez dire, l'écran, on pourrait ne pas le regarder. Non. Parce qu'on a, quoi qu'on en dise, on a des origines animales. Et dans nos origines animales, nous avons des origines comme prédateurs. Comme ça qu'on a survécu quand même pendant un certain nombre de millénaires. Et comme prédateurs, on a le cerveau programmé pour regarder ce qui bouge. Et par conséquent, quand vous avez une image qui bouge devant vous, vous êtes obligé de la regarder. Vous ne pouvez pas dire « je ne vais pas la regarder », vous la regardez. Et donc, vous absorbez. Et vous absorbez tous les messages subliminaux. Nous avons fait, lors de la journée de réinformation consacrée à la désinformation publicitaire, on a fait une petite affiche d'incitation à aller vers cette manifestation. Et il y avait, à gauche, il y avait d'un côté une dizaine de cycles de marques. Et de l'autre, c'est dommage, je ne l'ai pas là, je vous l'aurais montré, de l'autre, une dizaine de feuilles d'arbres. Et vous vous apercevez d'une chose, c'est que l'immense majorité des gens, pour ne pas dire la quasi-totalité, ne sait pas reconnaître les feuilles d'arbres, sauf ceux qui fréquentent beaucoup les forêts, et encore, mais que tout le monde sait reconnaître la marque. Ah bah oui, le crocodile, vous savez ce que c'est que le crocodile, voilà, et donc, et la pomme, vous savez ce que c'est, etc. Donc, les marques, parce que quand vous regardez, même sans le vouloir, la télévision, une émission publicitaire, etc., vous êtes bombardé par les images, par la publicité et par les messages subliminaux, politiques et idéologiques qui vont avec. On va parler de biologie. Oui. J'en ai déjà parlé un peu. On va parler de sida mental, parce que c'est une expression qui m'a toujours amusé, en fait. Oui. Il veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'était une expression de Louis Powell, ce journaliste. Oui, ça l'a tué. Ça l'a tué. Et vous évoquez formule choc qui illustre bien la disparition des défenses immunitaires d'une société incapable d'envisager sa propre permanence.
Aujourd'hui comme hier, c'est le sida mental qui empêche l'organisme social de se défendre contre les agressions qui veulent sa disparition. C'est lui qui rend par exemple impossible la répression des émeutes ethniques dans les banlieues de l'immigration. C'est quand même assez fort comme image, cette question, on a l'impression de virus qui envahissent le corps européen. Je pense que toute société doit naturellement se défendre et doit avoir un minimum de considération pour elle-même. Je crois d'ailleurs que s'il y a tellement de problèmes avec l'immigration, c'est parce que le fait d'être dans une société qui s'auto-dévalue et qui s'auto-dénigre ne facilite pas et rend même impossible toute démarche d'intégration ou d'assimilation. Donc, on est, je crois que c'est Finkielkraut qui utilise cette expression, je crois assez bonne, dans l'eucophobie, la haine de sa maison, la haine de soi-même. Et ça, c'est extrêmement malsain. Et effectivement, c'est une forme de sida mental, c'est-à-dire une diminution des défenses immunitaires. Alors on peut dire qu'il ne faut pas trop de défense immunitaire, parce qu'il faut communiquer à l'extérieur, mais quand vous n'avez plus aucune défense immunitaire, eh bien, vous êtes embarqué et vous disparaissez. Ce qui est un peu le problème de la société actuelle. Comment vous expliquez que les champions de la liberté d'expression... Encore un mot quand même sur le Figaro Magazine, c'est intéressant, parce que là on monte le Figaro Magazine Powell, c'est les années 80. Il faut savoir que le Figaro Magazine, avec un grand contenu intellectuel, politiquement incorrect, apportant des idées, c'est 800 000 acheteurs. Avec 800 000 acheteurs, les publicitaires disent, je pense notamment à Publicis, il faut que vous purgiez votre équipe et que dans votre équipe, vous éliminiez telle ou telle personne. Donc Jean-Claude Vallat, qui était le directeur de la rédaction de l'époque et qui est disparu depuis. Dont Alain Benoît. Dont Alain Benoît, etc. Alain Benoît, qu'on a mis à la rubrique vidéo. C'est comme vous avez une Ferrari pour rouler à Hauteville à 30, quoi. C'est à peu près ça. Et effectivement, le Figaro Magazine est normalisé. Il passe de 800 000 lecteurs, de 800 000 acheteurs à 300 000 acheteurs, et les budgets publicitaires reviennent. Alors, quand on vous dit que la presse est libre, ça permet d'apprécier les choses. Plus récemment, là on est revenu un peu sur l'argent, hein, plus récemment, Robert Ménard dirigeait la revue Média. Il a traité un certain nombre de sujets politiquement incorrects. La revue Média a perdu la publicité et la revue Média a disparu. Voilà. Là aussi, c'est la peine de mort économique. Voilà. Il faudra quand même que vous gardiez du temps pour les choses optimistes, parce qu'il y en a. En fait, j'en ai pas trouvé. Non, mais... Quand vous n'avez pas trouvé assis, je suis désolé. Il y a 7 ou 8 chapitres positifs sur toute la reconquête. Voilà. Un point qui m'est apparu aussi aujourd'hui, c'est la question du retour de la censure. Les ciseaux sont vraiment quelque chose de très pratiqué depuis pas mal de temps. On camoufle le réel, on camoufle le nom de protagonistes dans les actes de délinquance. Aujourd'hui, on apprend que l'État veut couper les robinets de sites de streaming. Alors, ça peut paraître éloigné, mais c'est peut-être pas si éloigné que ça. On flique les sites internet, on flique tout un tas de choses, et on a bien censuré. Comment vous expliquez que les champions de la liberté d'expression, de la démocratie, pratiquent en même temps la censure? Parce que la liberté d'expression, c'est très difficile d'expliquer ça aux gens qui ne comprennent pas toujours. La liberté d'expression, ce ne sont pas les idées jugées sympathiques par le pouvoir qui en ont besoin. Parce que ni Staline ni Hitler n'ont jamais empêché les gens de dire du bien d'eux. Hein. Bon. La liberté d'expression, elle est utile pour les idées choquantes, pour les idées qui déplaisent au pouvoir. Voilà. C'est ça qu'on doit protéger. C'est un peu, alors c'est pas très nouveau, hein, c'est la formule de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Or, actuellement, on considère qu'il faut interdire ce qui n'est pas bien. Il y a une scène absolument extraordinaire qui a eu lieu dans C'est dans l'air, à l'époque où il y avait Alexandra Soublet qui s'en occupait. Et il y a un débat entre Tadei, qui est un des types les plus
libres quand même, enfin les plus libres, disons les moins soumis dans les télévisions officielles, et Patrick Cohen de France Inter. Bon. Et Patrick Cohen qui est ADI, comme ça, pointant. Il faut que vous cessiez d'inviter des esprits malades. Des esprits malades, donc on voit déjà le côté, c'est psychiatrique, quoi. Vous avez des idées qui ne sont pas bien, donc psychiatrique, des esprits malades. Et Alexandra Soufflet, c'est assez sympa, dire, enfin quand même, c'est ce qu'on veut. Patrick, et la liberté de penser, qu'est-ce que vous en faites? Et il répond, non. Non à la liberté de penser. Parce que, au fond, tout le monde peut produire de l'information avec une petite caméra, avec un téléphone, et que des choses qui seraient cachées ne peuvent plus l'être. Il y a un exemple qui est tout à fait intéressant sur les manifestations qui ont lieu au début de l'année. Il y a eu, le 26 janvier, une manifestation très importante contre la loi Taubira au Champ de Mars. Remplir le Champ de Mars, c'est quand même pas extrêmement facile. Hein. Et il y avait une autre manifestation prévue, 2 mois plus tard, je crois le 24 mars. Entre ces deux manifestations, millionnaires, il n'y a pas eu, à l'exception du télé, la plus petite des télévisions, une seule invitation des représentants des manifestants dans les grands médias. Pas une seule. Pour accorder le lieu de la manifestation, la préfecture de police, était de bonne guerre, a attendu le jeudi pour dire où la manifestation pourrait avoir lieu. Donc la manœuvre était très simple. On n'en parle pas, on ne dit pas où ça sera, et ça n'aura pas lieu. Et en fait, il y a eu, le 24 mars, ce gigantesque mouvement autour de la place de l'Étoile, cette manifestation à nouveau millionnaire. Pourquoi? Parce que, indépendamment des médias officiels, à travers les blogs, à travers les réseaux sociaux, tout le monde était au courant, que la manifestation aurait lieu, et tout le monde a été au courant, quelques heures après la décision du lieu, de l'endroit où elle aurait lieu. Donc on voit là le rôle absolument déterminant des médias alternatifs. De même, dans l'affaire de la Syrie. La guerre en Syrie, c'est très simple. Il y avait d'un côté les méchants, le régime, ça c'est de la langue, le régime, c'est pas le gouvernement Assad, c'est le régime Assad. Je pense qu'on devrait parler du régime Hollande d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Enfin, je ne parle pas de Taubira, hein, pas de mauvais esprit. Hein. Donc on pourrait parler du régime Hollande. Vous dérapez. C'est nos annonces. Du régime Hollande, comme on parle du régime Assad. Bon, donc il y a les méchants d'un côté, le régime Assad, et de l'autre, les gentils rebelles. Bon, et le tout, alors l'information, c'est assez extraordinaire, l'information sur la Syrie était donnée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est un type installé à Londres tout seul avec un ordinateur. Mais c'est lui quand même qui informe. Et alors l'AFP dit il y a eu tel événement selon l'Observatoire des droits de l'homme, et ensuite tous les autres répètent il y a eu selon l'AFP, tout ça évidemment totalement faux. Mais ce qui a détruit, c'est quand les rebelles ont commencé à décapiter les gens publiquement, qu'il y a eu des actes de cannibalisme, etc., et que tout ça a circulé, ça a détruit l'image qu'ils avaient. Et de ce point de vue-là, ça rétroagit sur les médias officiels, parce qu'à partir d'un moment où une information circule massivement sur les médias alternatifs, les médias officiels sont obligés eux-mêmes de l'intégrer. D'ailleurs, les médias officiels sont obligés d'intégrer aussi par les commentaires. Et très souvent, si vous allez sur les sites des médias officiels,
les commentaires sont plus intéressants que l'article lui-même, parce que dans le commentaire, il y a tout. Il y a les gens qui expriment leurs humeurs, c'est pas forcément l'intérêt, mais il y a aussi le type qui connaît le sujet, mieux que le journaliste, et qui va apporter des informations extrêmement précises et pointues. Voilà. Et donc, là aussi, il y a les médias officiels intègrent les médias alternatifs de deux manières, à la fois parce qu'il y a certains événements qu'ils ne peuvent plus taire, ou certaines analyses qu'ils ne peuvent plus taire, et par les commentaires. Alors, il y a la solution, évidemment, qui consiste à couper les commentaires. Je voyais aujourd'hui, il y avait un article dans le Dauphiné libéré, où on expliquait que les lampadaires de la région d'Annecy, du bassin annécien, étaient vandalisés le jour pour permettre à des bandes de voler le cuivre la nuit. On n'en disait pas plus. Et le journaliste gnangnan-tait sur ce manque de civisme quand même. Voilà. Vous voyez en dessous, les commentaires sont clos. Et en même temps, vous voyez, les commentaires sont clos, vous faites vous-même votre propre commentaire. Je vais finir sur un dernier point pour permettre à ça de poser des questions. Dissidence sociale. Pour vous, contestataire rime avec identitaire, vous venez de l'écrire. Alors la manif pour tous, les bonnets rouges, les pigeons, tout ça, ces contestations ont pour vous des liens avec l'identitaire? Alors, les pigeons, je ne sais pas trop. La manif pour tous, évidemment, puisque c'est l'identité en quelque sorte civilisationnelle. Hein. Le fondement, l'un des fondements de la civilisation, c'est quand même la différenciation selon les sexes et la construction de l'identité personnelle en tenant compte de la différence entre les sexes. Et le fait que le mariage, c'est quand même l'union d'un homme et d'une femme, ça fait partie. Dire le mariage pour tous, c'est aussi de la même langue. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Si on veut marier, si on veut unir deux hommes, deux femmes, il faut trouver un autre mot. Voilà. Bon. Donc, le refus d'Adouet Taubira, c'est de la défense de l'identité civilisationnelle, au-delà de l'identité proprement religieuse. Et en ce qui concerne les bonnets rouges, c'est l'identité régionale. Parce que c'est tout de même assez fascinant de voir un mouvement qui démarre par le fait que depuis Anne de Bretagne, c'est-à-dire quand même il y a 5 siècles, il n'y a pas de péage en Bretagne. Donc c'est de l'identité locale et régionale. D'ailleurs, quand vous voyez la critique des syndicalistes officiels et subventionnés sur les bonnets rouges, ils leur reprochent d'avoir une démarche identitaire. Ils ont raison. Donc je crois qu'effectivement, les réactions sont fondamentalement identitaires, avec des formes différentes, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions à Jean-Yves Le Gallou? Profitez-en. Dans ce paysage médiatique, on a beaucoup parlé de la presse écrite. On n'évoque pas tellement le journalisme télévisuel. Moi, je pense à quelqu'un... J'avais envie de vous interroger un petit peu sur Zemmour et de savoir ce que vous en pensiez, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est plutôt libre et qu'ils ont du mal à... Enfin, ils l'ont quand même viré de 2 ou 3 émissions, mais il est là quand même, il est écouté. Oui, et il est relayé... alors je pense... Alors, bon, il y a eu, dans ceux qui ont exprimé la dissidence dans les médias officiels, il y a eu Zemmour, Tadei, Ménard. Ménard a été purement et simplement éliminé. Zemmour a vu son volume réduit et l'audience des médias dans lequel il travaillait réduit. Et Tadei a vu son émission qui était quotidienne passer à hebdomadaire, enfin pour faire ça. Donc ils ont été réduits, ils n'ont pas disparu. Je pense qu'ils sont protégés quand même par la sphère Internet. Bon, je dois dire d'ailleurs, Ménard, il risque de regretter ce qu'ils lui ont fait subir, parce que il y a une télévision alternative qui est en cours de construction. Il y a déjà pour Russia TV, il va y avoir TV Liberté qui va démarrer au mois de janvier prochain,
Et il est fort possible qu'on retrouve Ménard dans cette télévision libre où il apportera un point de vue et il apportera quand même sa notoriété. Télévision libre, qui sera donc une télévision sur Internet. Évidemment, qui ne va pas demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel la possibilité d'émettre sur la TNT ou les réseaux hertziens, autorisation qu'elle n'aura jamais, mais par Internet ça suffit, puisqu'on pourra le trouver aussi bien sur son ordinateur que sur son téléphone, que sur le téléviseur lui-même, avec une petite prise adaptée, quoi. Et donc, ils sont quand même, je pense que ce qui est considérable comme changement, et qui est en train de produire des changements politiques considérables, c'est le fait que les médias officiels, les médias dominants, aient perdu leur monopole. Et qu'il faut évidemment aller à fond dans les médias alternatifs. Alors les médias alternatifs, tout le monde peut faire du média alternatif. Tout le monde peut faire un blog. Tout le monde peut envoyer des tweets, si possible avec des informations, pas simplement des humeurs. Tout le monde, c'est aussi une idée qu'il faut développer. Il faut développer des informations régionales alternatives. Je prends deux exemples. À Bordeaux, il y a un site d'information locale alternative, Info Bordeaux, qui permet d'échapper, au moins en partie, au monopole de Sud-Ouest. En Bretagne, il y a Info Brèze, qui permet aussi d'échapper au monopole ou au duopole du Télégramme et de Ouest France. Et si vous regardez l'affaire de la mamie de 92 ans qu'on veut exproprier pour construire des logements pour personnes âgées. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Eh bien, voilà une malheureuse qui n'aurait aucun moyen de se défendre et dont la France entière peut entendre parler parce que le média alternatif, en l'occurrence Info Brèze, est allé la voir avec une petite caméra et de la filmer. Et à partir de là, eh bien, le bourdonnement peut se faire et les médias officiels sont aussi obligés d'en parler à partir d'un certain moment. Ce qui est fondamental, c'est que les médias dominants ont perdu leur monopole. Voilà. D'ailleurs, ça les inquiète tous les jours. Et ils ont raison, hein. Parce que si la concurrence était à armes égales, hein, je ne donne pas cher de leur avenir. Il y a des questions au fond, je crois. Déjà merci pour cette conférence. Après, j'aurais aimé savoir l'influence des médias en fonction des générations ou du milieu social. Si par exemple il y a un milieu social qui va être plus influencé par certains médias, ou s'il y a une génération, si la nouvelle génération sera moins influencée par les médias dominants, ou si l'ancienne est plus influencée, comment vous évaluez ça? Ah bah, alors, il y a une réponse très très simple en matière d'âge. Bon, il se trouve, ça m'arrive rarement, enfin j'étais hier à France 2 et je discutais avec le gars qui m'interrogeait et il me disait, notre émission, elle est regardée par les plus de 60 ans. Et les télévisions classiques sont beaucoup plus regardées. Il y a vraiment un clivage du côté des vieux médias qui ont la population la plus âgée dans leur clientèle, et les nouveaux médias, et alors qu'ils ne touchent plus les jeunes, et que le nouveau média touche beaucoup plus les jeunes. Donc c'est un mouvement, je veux dire, c'est un mouvement qui commence. Alors évidemment, comme tous les mouvements démographiques, c'est lent. Hein, mais les vieux médias souffrent doublement. D'abord, ils touchent de moins en moins les nouvelles générations, et ils sont concurrencés par l'existence, ils ont perdu leur monopole. Donc c'est deux points de faiblesse, quoi. Alors évidemment, en contrepartie, ils ont l'argent. Mais c'est pas, si vous voulez, quand vous regardez l'argent qu'ont les télévisions officielles pour faire leurs émissions, c'est impensable qu'une télévision alternative en dépense le centième. Hein. Mais c'est pas forcément ce que les gens cherchent.
C'est-à-dire que je crois qu'il y a une demande pour une autre forme d'information, une autre forme de médias, moins rapide, moins, avec des images qui changent pas toutes les 3 secondes, mais où il y a un peu plus de lenteur et la possibilité finalement de davantage de réflexion et la possibilité de ne pas entendre la même chose. Voilà. Et ça touchera les gens les plus conscientisés et donc ceux qui sont amenés à peser quand même. Et je pense que si on compare les médias officiels et les médias alternatifs, en ce qui concerne les gens déterminants dans l'évolution d'une société, la part des médias alternatifs, si on considère que le rapport de force est de 1 à 10, ou de 1 à 20, pour les gens jeunes, c'est déjà plus ça, et pour les gens les plus conscientisés et les acteurs politiques ou sociaux à venir, c'est pas non plus ça, le rapport est aussi plus favorable. Voilà. Mais ça reste une guerre asymétrique. Oui, je voulais, Francis Néry, donc je suis le blogueur strasbourgeois, celui qui a payé cher. D'ailleurs, le fait d'avoir pu s'exprimer librement sur son blog, et donc j'acquiesce volontiers à tout ce que vous dites en ce qui concerne la liberté d'expression et d'opinion. Il y a une chose qui me gêne, je suis aussi un ancien enseignant en communication, mais ancien. Et je trouve que de relier communication et information, il y a quelque chose qui me gêne. Pour moi, la communication, ce n'est pas de la... Enfin, pour nous, la communication, ce n'était pas de la publicité. Or je suis frappé par le fait que dernièrement, d'ailleurs, tu étais là aussi, on nous posait la question de savoir de qui nous étions et d'où on parlait, et nous demandait de nous présenter. Et on pose la question, nous disant, mais quelle était votre profession? Et je disais, j'enseignais de la communication. Instantanément, la personne qui me posait cette question me dit, alors, quelle école de journalisme avez-vous fait? Non, je n'ai fait aucune école de journalisme. J'ai un DEA de psychopathologie, justement parce que j'ai fait de la formation et que je voulais approfondir mes connaissances dans le domaine, mais je n'ai fait aucune école de journalisme. Donc voilà, je trouve que la communication, c'est autre chose. Oui, mais alors l'évolution actuelle, c'est un peu une fusion de la publicité, de la communication et de l'information. Et une fusion dans le divertissement. Oui, mais c'est bien contre ça qu'on... Ah bah, bien sûr, mais on est de plus en plus dans une logique de communication et beaucoup moins dans une logique d'information. L'information, ça consiste à porter à la connaissance des faits. Oui, mais la communication pour nous, la communication, c'est la communication en retour, c'est le feedback. On parle de communication lorsqu'il y a feedback. C'est ce que j'enseignais à mes élèves. S'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de communication. Vous voyez? Donc parler de communication en ne traitant que l'information, et le canal, en fait, de l'information, à mon avis, c'est négatif et c'est contre-productif pour nous. Nous ne devons parler de communication que dans la mesure où on y inclut le feedback. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs en parlant justement des commentaires, et ça m'a frappé, des commentaires sur certains journaux. Donc, ça, c'est très important, parce qu'il y a un retour de l'information. Alors, si vous permettez un conseil à tous ceux qui commentent, qui postent, enfin, c'est-à-dire à tout le monde, je pense qu'il faut essayer à chaque fois de privilégier l'apport d'information. Sur simplement la réaction d'humeur, il faut aussi à chaque fois d'apporter une information, ça peut être une photo, ça peut être un fait, ça peut être... un lien vers Polémia. Ah bah alors là, ça c'est ce qu'il y a de mieux, bien entendu, oui. Voilà. Mais il faut à chaque fois étayer ce qu'on avance. Est-ce qu'il y a encore une question éventuelle avant qu'on clôture la rencontre? Si vous avez des questions, moi, je voudrais savoir si la situation que vous décrivez dans votre livre et les éléments d'évolution aussi que vous nous présentez se retrouvent dans d'autres pays européens, type Royaume-Uni, Italie. Alors, vous pointez, je le reconnais volontiers, une des limites du livre. C'est un livre principalement franco-français. Je pense que le système médiatique est mondial.
donc, l'idéologie qui est diffusée en France est diffusée aussi dans les principaux médias mondiaux. Une fois que j'ai dit ça, je pense qu'il y a quand même, en Italie, ou dans certains médias anglo-saxons, notamment britanniques, une plus grande liberté d'expression. Et personnellement, je regrette de ne pas le faire plus, mais j'aimerais pouvoir mettre davantage en ligne des traductions de journaux américains ou anglais, parce qu'il y a des choses. Je vais mettre d'ailleurs là, je vais mettre en ligne une traduction du Wall Street Journal. Bon, mais c'est un texte très intéressant qui est passé dans la rubrique Opinion du Wall Street Journal, qui explique que le quantitative easing, c'est pas fait pour développer l'économie de base américaine, c'est fait pour sauver la finance. Mais quand le type qui le dit, c'est le type qui l'a fait à la Fed, c'est quand même un vrai événement. C'est paru dans le Wall Street Journal. La presse française ne l'a repris nulle part. Mais c'est sur les blogs. Voilà. Donc, et vous avez des journaux anglais comme le Daily Telegraph ou le Guardian qui disent quand même des choses que vous ne trouvez pas en France, notamment sur la politique internationale ou autre. Alors, ce qui s'explique d'ailleurs dans le cas britannique, vous avez des journaux qui sont quand même payés par les lecteurs. Vous avez des journaux qui vendent à 2 millions d'exemplaires. Et donc qui ne sont pas tributaires ni des publicitaires, ni de l'État, qui sont tributaires de leurs lecteurs. Donc il y a un peu plus, il y a des choses... mais ceci étant, malgré tout, il arrive aussi que Le Monde ou le Figaro publient des choses intéressantes quand même, hein, pour pas non plus caricaturer à l'extrême. Je crois que globalement, le système médiatique, il est mondial, mais qu'il y a un peu plus de... Il y a quand même un peu plus de liberté, parce que la France, d'un certain point de vue, d'abord, elle a des journaux qui ne vivent que de l'argent public ou de la publicité, donc ce qui assure pas l'indépendance. Et puis c'est un pays assez idéologique, ce qui, pour moi, est plutôt un côté intéressant de la France, mais aussi avec des gens qui sont peut-être un peu plus... Les gens qui gouvernent actuellement, enfin qui gouvernent les médias, sont plus sectaires sans doute que ce qu'on peut trouver chez nos voisins. Voilà. Mais on a toujours tendance à trouver que le prêt est plus vert, que le prêt d'à côté est plus vert, c'est pas toujours juste non plus. Hein. J'avais envie de dire, en fait, moi je suis trop jeune pour en avoir une idée claire parce que je suis né dedans, mais ce système médiatique qu'on connaît à travers ces manifestations télévisuelles, etc., c'est quelque chose qui nous est venu des États-Unis. C'est sur ce modèle-là que s'est installé le système médiatique actuel. Ou est-ce que je me trompe ? Oui, alors ça me donne votre question, je ne vais pas vraiment y répondre, mais ça me donne l'occasion de revenir à l'une des premières questions. Quand est-ce que ça s'est mis en place ? On a eu, tant qu'il y avait la distinction, enfin le conflit Est-Ouest, il y avait quand même un certain pluralisme dans les journaux, entre ceux qui défendaient plutôt le point de vue atlantique et ceux qui défendaient plutôt le point de vue soviétique. Donc il y avait un certain pluralisme. Il y avait aussi un certain pluralisme quand la télévision est arrivée en France, à l'époque du général de Gaulle, puisqu'en gros la presse était plutôt d'opposition, y compris à l'époque post-Algérie française, hein, quand même, on a oublié ça, et la télévision, qui à l'époque était la chaîne unique, était au moins pour le 20h, enfin, qui était le début de la grand-messe qui dure depuis, était dans les mains du pouvoir. Donc il y avait aussi un certain pluralisme qui a progressivement disparu pour aboutir à la situation dans laquelle on se trouve actuellement. On va clôturer la rencontre. Si vous avez des questions à Jean-Louis Lougalou, vous pourrez le faire après. Il y a un stand de livres de nos camarades d'égalité et réconciliation. Il doit rester quelques exemplaires de la tyrannie médiatique. Alors, juste pour l'anecdote, je les ai récupérés à la librairie Kléber, une sorte de dépôt-vente, oui, où j'ai mes habitudes. Et il se trouve que la libraire qui a fait la commande pour moi m'a dit: mon collègue qui gère les réseaux sociaux s'est arrangé en réseaux sociaux, il a mis attention facho. Donc ce qui serait bien, c'est que tous les livres soient vendus ce soir et qu'on puisse leur dire voilà, tous les livres sont partis du facho. Donc tout va très bien. C'est quand même extraordinaire. Ils ne se rendent pas compte quand même, les camarades libraires, qu'ils vont mourir. Parce que l'évolution se fait de plus en plus
vers l'achat de livres politiquement incorrects. Et si les gens ne les trouvent pas aux librairies, ils les trouvent sur Internet, et ils les trouvent sur Amazon. Et voilà. Vous pouvez acheter le livre de Jean-Yves Le Gallou sur le site de Polémia aussi. Oui, et donc la tyrannie médiatique. C'est hautement encore. Vous voyez, moi je fais de la pub pour mes concurrents, mais bon, voilà. Il me reste à remercier Jean-Yves Le Gallou pour sa présence. Et peut-être un dernier mot, devenez des acteurs de la réinformation, devenez des acteurs, si c'est déjà fait, des médias alternatifs, parce que il ne faut pas oublier que Gulliver a été enserré par les Lilliputiens, et ils sont très puissants, mais nous sommes très nombreux.